Bonjour, ici on est dans la troisième partie, euh, c'est-à-dire la page numéro 3 de la vidéo précédente qui normalement contenait trois pages ou trois parties, mais en fait j'ai rencontré certaines difficultés à, à enregistrer la troisième partie, donc c'est pourquoi j'avais annoncé que la troisième partie allait euh, être faite de manière séparée. Donc voilà, nous y sommes. Nous voilà partis pour la troisième partie ou la page numéro 3. Donc voilà, et c'est en lien avec la suite des formulations et compositions des phrases interrogatives. Donc ici, ça contient beaucoup plus d'exemples pratiques et de formulations diverses. Donc, ce sont des éléments importants qui vous permettront de bien maîtriser et d'avoir une capacité, une certaine maîtrise de la formulation des phrases interrogatives sous toutes ces formes. Euh, D'abord, commençons par faire un rappel sur les différentes formulations. Déjà, le titre que nous avons ici, c'est la formulation et emploi des auxiliaires verbaux ou modaux pour construire des bonnes phrases interrogatives en français et en anglais. Voilà, et nous avons le grand A, formulation ou composition et ou composition. Nous avons grand B, les auxiliaires verbaux et modaux. Donc voilà, revenons au point A. Nous avons certaines formulations, par exemple, pour le premier exemple, nous avons verbe plus pronom sujet plus soit adverbe plus adjectif ou plus tout simplement adjectif ou encore plus complément. Donc ça peut être n'importe quel type de complément, d'objet indirect ou direct, circonstanciel de temps. Et à noter, donc à la fin, il y a toujours un signe de ponctuation. Ce signe peut être euh, euh, un signe de un point d'interrogation et dans certains cas un point parce que pour une phrase interrogative directe, elle se termine par un point d'interrogation et pour une phrase interrogative indirecte, elle se termine par un point. Voilà. Donc nous avons, donc, on peut avoir verbe d'état, mais on peut avoir tout. On peut avoir, pardon, on peut avoir également un verbe lexical, un verbe lexical ou le verbe avoir, par exemple. Donc, on peut avoir un verbe lexical ou le verbe avoir. Donc, deuxième formulation, euh, un GN, GN signifie groupe nominal, un groupe nominal juxtaposé. Juxtaposé, ça signifie que le groupe nominal est placé en tête de la phrase et séparé du reste de la phrase par une virgule. Donc voilà, on appelle ça la juxtaposition. Donc je reprends. Donc on appelle un GN juxtaposé, c'est un groupe nominal placé en tête de la phrase, séparé du reste de la phrase par une virgule. Donc, on peut avoir un GN juxtaposé, plus un verbe ou plus un élément interrogatif, plus encore un verbe, plus un groupe nominal. Donc, on peut avoir à l'intérieur de cette formulation euh, d'autres variétés plus simples ou plus complexes. Voilà. Au niveau de les formulations 3, on peut avoir un GN juxtaposé plus un élément interrogatif suivi d'un auxiliaire verbal qui peut être euh, do, did, does
ou à la forme négative, contractée, doesn't, didn't, don't, voilà, et plus pronom sujet ou plus, et encore plus un verbe. Donc, et à la fin, un point d'interrogation. Donc, à la formulation 4, on peut avoir un élément en tête de la phrase, un élément interrogatif, plus plus do, ou plus don't, ou plus does, ou plus doesn't, didn't, doesn't, didn't, don't. Voilà, ce sont des auxiliaires verbaux. Donc voilà, et plus un pronom personnel sujet, donc, et ensuite plus un verbe, euh, euh, la base verbale, et plus le point d'interrogatif si c'est une question directe et si c'est une euh, question indirecte, on met un point. Donc, 5. Nous pouvons avoir une phrase interrogative qui commence par un auxiliaire verbal. Les mêmes auxiliaires que je viens de citer, dont, does, doesn't, did, didn't, plus un pronom personnel sujet, ça peut être you, ça peut être he, ça peut être she, ça peut être we, ça peut être they. Donc voilà, plus un verbe ou encore plus verbe, plus complément d'objet direct ou plus complément d'objet indirect. À la fin, on a toujours un point d'interrogation pour une phrase interrogative directe. Donc, 6, auxiliaire, nous pouvons avoir une phrase interrogative qui commence tout d'abord par un auxiliaire modal. Un auxiliaire modal, c'est un élément qui exprime une modalité ou qui permet de poser une question, soit via la modestie, soit via la politesse, ou pour parler du savoir-faire, ou pour parler de la capacité, ou pour demander la permission de faire quelque chose. Donc, on peut utiliser ces éléments qu'on appelle les auxiliaires modaux pour poser des questions en ce sens. Donc, nous avons ici des exemples d'auxiliaires modaux. Donc, nous avons can et son prétérit ou son passé. La forme du passé, c'est could. Et on a may. Sa forme du passé, c'est might. Donc, nous avons will et sa forme du passé est would. Nous avons aussi shall et should. Voilà, ce sont des auxiliaires modaux et ils sont en même temps des auxiliaires verbeux. Donc, suivi d'un pronom personnel sujet, suivi d'un verbe. Donc là, c'est une composition. On peut avoir aussi l'un de ces auxiliaires modal suivi d'un pronom personnel, suivi d'un verbe, plus un complément. Donc voilà. Donc c'est en fonction du besoin de communication ou du message qu'on veut faire passer. Ça dépend de la nature du message qu'on veut faire passer. Et c'est à ce moment-là, donc on va déterminer est-ce qu'il s'agit d'ajouter un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Voilà. Donc, septième modalité, pas modalité, pardon, septième formulation, c'est encore une fois un auxiliaire modal. Ça peut être à la forme négative, à la forme contractée, ou à la forme simple, ou à la forme complète. Voilà, can't, cannot, couldn't, could not, will not, won't. Voilà, ces différentes formes peuvent être utilisées pour poser des questions et surtout suivies d'un pronom sujet et ensuite un verbe, la base verbale. Voilà, parce que après, donc à la suite d'un auxiliaire modal, on ne peut pas utiliser la préposition to en anglais. Donc, c'est la base verbale uniquement qu'on utilise.
Voilà. Et le grand B, c'est l'auxiliaire verbaux et modo, donc c'est un rappel. Donc on a do, does, did. Donc c'est l'auxiliaire do qui contient deux variétés ou deux dérivés. C'est do, does, utilisé à la troisième personne du singulier, et did pour la forme du passé, pour le prétérit. Donc on a be qui nous donne am, was, am, première personne du singulier au présent, et was, c'est pour le prétérit, première personne également, is, was, donc is, troisième personne du singulier au présent, et was au prétérit, troisième personne du singulier. All, where, donc là c'est pour les pronoms pluriels, deuxième personne du singulier, deuxième personne du pluriel, première personne du pluriel, troisième personne du pluriel, all au présent, where au prétérit. Donc have, voilà, pour le présent, had pour le prétérit, has, une troisième personne du singulier pour le présent, et had, troisième personne du singulier pour le prétérit. Donc voilà, ce sont des auxiliaires verbaux qu'on peut utiliser pour poser des questions en fonction du besoin. Auxiliaire modaux, can, could, may, might, will, would, shall, should. Voilà. Et si vous maîtrisez ces éléments, ben, ça va être beaucoup plus facile pour vous de formuler des phrases interrogatives, de poser des questions facilement et simplement. Donc maintenant, voyons les exemples pratiques que nous avons dans la partie droite, donc la deuxième partie de cette page. Donc voici quelques exemples pratiques, voilà, qui contiennent deux colonnes ou des listes de phrases. Donc, nous avons à gauche la liste des phrases en français et à droite la liste de phrases en anglais. Donc nous allons les analyser, nous allons les développer pour essayer de comprendre donc, le fonctionnement de ces différentes formulations et là où il y a des différences, là où il y a des nuances, donc voilà, et des erreurs à éviter. Donc c'est une question très importante voilà, à comprendre et parce que ça c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Donc, si on veut se faire comprendre ou avoir une bonne réponse, une réponse correcte, appropriée, donc quand on pose une question, il faut savoir tout d'abord poser les bonnes questions et formuler convenablement ces questions. Donc, voilà. Premier exemple, avez-vous faim ou avez-vous très faim? Si on ajoute la très, voilà. Donc, avez-vous, là, on est dans un niveau soutenu de langue. Donc, c'est le niveau soutenu, donc inversion du sujet. Donc, et aussi, on est dans le vouvoiement. Quand vous utilisez le pronom vous, on est dans le vouvoiement. Donc, quand vous utilisez le pronom tu, vous êtes dans le tutoiement. Donc, c'est amical, familier. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'inversion du sujet, on a l'auxiliaire avoir, donc, et ensuite le pronom personnel sujet, et fin, voilà, et ensuite fin qui est un nom, euh, trait, donc voilà, pour adverbe qui normalement qui renforce donc le degré de fin donc, que la personne puisse avoir. Voilà. Donc, mais pour les expressions avoir faim, avoir soif, avoir euh, euh, peur, avoir froid, avoir chaud, etc. Donc, en français, on utilise on utilise l'auxiliaire avoir, le verbe avoir, pour exprimer ces choses, mais en anglais, on utilise le verbe to be, l'auxiliaire être, pour exprimer ces choses. Donc, l'expression tout, avoir faim, avoir soif, avoir peur, avoir chaud, froid, très chaud,
Donc, en français, auxiliaire avoir et en anglais, auxiliaire to be. Donc, auxiliaire be, donc c'est le verbe qui est l'équivalent du verbe être, du verbe être en français. Donc, voilà, le verbe être est traduit par to be en anglais et l'auxiliaire être, on dit l'auxiliaire be. Donc, voilà, et à ce moment-là, on va conjuguer be donc, selon donc, la personne en question. Donc, c'est la différence, c'est pourquoi j'ai mis exception, parce qu'on n'a pas le même verbe dans les deux cas. On n'a pas le même, le même auxiliaire dans les deux versions. Donc, dans la version française, on a avoir, dans la version anglaise, on a être. Voilà, donc c'est à noter. Are you hungry? Are you very hungry? Ok, very. Donc pour adverbe qui modifie euh, euh, et le sens, la profondeur, le degré de faim. Donc voilà, c'est ça, hungry. Donc là, hungry qui est en position d'adjectif. Voilà, donc voilà, et en anglais, on a adjectif, le même mot, donc est en fonction d'adjectif, et ici en français, il est en fonction de nom. Donc c'est ça la différence. Euh, Deuxième exemple, êtes-vous monsieur Mathieu? Êtes-vous monsieur Mathieu? Donc on a ici encore une phrase soutenue, l'inversion du sujet, donc verbe, pronom sujet, plus groupe nominal Mathieu, donc c'est nom propre des personnes. Donc en anglais, ça nous donne Are you Mr. Matthew? Ok, Matthew, donc pour certains. Are you Mr. Matthew? Matthew, ok, pour d'autres, donc voilà. Donc vous pouvez entendre ces deux accents. Donc Matthew, Matthew, ok, ces deux prononciations. Donc l'essentiel, c'est le sens. Donc c'est le même sens. Voilà. Certaines personnes peuvent prononcer différemment en fonction de leur origine. Donc ici, on a verbe être plus pronom sujet plus nom, complément de nom. Donc voilà, ça se trouve normalement au niveau du premier exemple ou la formulation numéro 1. Donc voilà, on a retrouvé donc, en quelque sorte donc, cette phrase à l'intérieur de cette formulation. Donc, troisième phrase, mon chéri ou ma chérie. Donc, si vous vous adressez à une fille, ma chérie, à un garçon, mon chéri. Donc, voilà, as-tu froid à présent? Mon chéri, as-tu froid à présent? Froid à présent. Donc, froid ici, normalement, joue le rôle de nom. Il est en fonction des noms, donc un substantif. Donc, c'est l'auxiliaire avoir ici, c'est as-tu. Voilà, c'est le verbe avoir. Donc, voilà, c'est l'expression avoir froid, avoir chaud, avoir soif. Voilà, donc à présent signifie euh, maintenant, en ce moment. Voilà, donc, mais on a un groupe nominal juxtaposé, ma chérie ou mon chéri, est séparé du reste de la phrase par une virgule. Donc, il est placé en tête de la phrase. Voilà, on est là au niveau de la formulation de ou formulation, ouais, formulation de, c'est ça. Donc, en anglais, nous avons My baby, are you cold now? My baby, are you cold now? Ok, bah, j'ai dit cold. Ok, je prononce cold et non cold. Ok, le L ici n'est pas prononcé. En anglais, on appelle ça silent letter. Ok, silent letter, silent letter. Voilà, donc c'est une lettre qui ne se prononce pas, qui n'a pas été, qui n'est pas prise en compte lors de la prononciation. Donc, elle est, elle est là, donc au niveau de l'orthographe, mais au niveau de la prononciation, elle n'est pas prise en compte. Donc, on a aussi en anglais un groupe nominal juxtaposé, my baby, ok, are you cold now? Donc maintenant,
c'est encore la même chose qui est répétée. Donc, en français, on a l'auxiliaire avoir et en anglais, on a donc to be, on a l'auxiliaire être. Donc voilà, ça nous fait la différence. Donc voilà, c'est pour dire que pour les expressions, avoir faim, avoir soif, avoir peur, avoir chaud, avoir très chaud, donc en anglais, il faut utiliser le verbe to be et non le verbe avoir, le verbe to have, non. OK? C'est pas have you hungry? Non. Have you cold? Non. C'est are you? OK? Donc ça doit être très clair donc, dans votre tête. Donc voilà. Et nous poursuivons. Donc nous, Madame Marie, que voulez-vous? Madame Marie, que voulez-vous? OK? Donc là, on a encore un groupe nominal juxtaposé. Donc, et ensuite, on a un élément interrogatif, que, et ensuite le verbe, le sujet inversé, verbe et sujet inversé. Donc, on est toujours sur des phrases soutenues. Donc, voilà. Donc, en anglais, ça nous donne Mrs. Mary, what do you want? Mrs. Mary, what do you want? OK? Donc, Madame Marie, que voulez-vous? Donc, là encore, on a un groupe nominal juxtaposé. C'est pareil. On a le pronom interrogatif, l'élément interrogatif, what, qui est l'équivalent des que. Donc, le seul élément nouveau qu'on a dans la phrase, c'est l'auxiliaire verbal do. Donc, voilà, qui est venu donc renforcer donc, le pronom interrogatif dans le cadre d'une phrase interrogative directe en anglais. Donc, c'est très important à retenir. Donc, pour poser une question avec un élément interrogatif, donc très souvent, on fait appel ou on a une combinaison entre l'élément interrogatif ou le pronom interrogatif plus un auxiliaire verbal, ça peut être do, does, did, ou la forme négative, don't, didn't, doesn't. Voilà, donc c'est ça. Donc, et ils servent à renforcer donc l'élément interrogatif pour pouvoir donner la valeur interrogative à la phrase. Donc voilà, ensuite on a le pronom personnel sujet et à la fin on a le verbe, la base verbale du verbe to want, c'est want sans tout, voilà. Et à la fin des fins, nous avons le point d'interrogation, donc voilà, qui termine la phrase. À noter que la position du point interrogatif n'est pas pareil dans les deux langues. En anglais, donc il n'y a pas d'espace juste après le dernier mot, il n'y a pas d'espace, tandis qu'en français, on laisse un espace blanc avant de placer le point d'interrogation. Donc, on va continuer. Mademoiselle Sahara, donc à noter, mademoiselle, c'est la contraction des mademoiselle, et aussi il y a une autre forme simple qui est demoiselle, demoiselle. Donc voilà, mademoiselle, ma demoiselle Sahara. Donc là, on est encore dans le vouvoiement, dans la politesse. Donc voilà, puis-je vous parler, voilà, donc m'autorisez-vous à vous parler, est-ce que je peux vous parler, me permettez-vous d'avoir un échange avec vous, c'est dans ce sens, voilà. Mais ici, remarquez que ici, je n'ai pas utilisé peut, qui est la forme régulière, P-E-U-X. C'est le verbe pouvoir ici. On a affaire au verbe pouvoir. Donc, car en français, la forme régulière, c'est je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Mais à noter au présent de l'indicatif, à la première personne du singulier, il y a deux formes. Il y a la forme régulière et la forme irrégulière. La forme régulière, c'est peut, P-E-U-X, et puis qui est
qui s'écrit P-U-I-S. Donc voilà, comme on est dans une phrase interrogative euh, 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 soutenue, donc on fait l'inversion du sujet. Donc c'est pourquoi on dit puis-je vous parler? Ok, voilà. Donc vous ici, c'est un pronom personnel complément d'objet direct. Parler à qui? Parler à vous. Voilà, c'est ça. Donc en anglais, ça nous donne Miss Sarah, ok? Miss Sarah, Sarah, ok? Donc, on a la même chose, le groupe nominal est juxtaposé. Et ensuite, nous avons May. May, qui est un, un auxiliaire modal. Donc, un auxiliaire modal, donc voilà, qui est traduit en français par le, le, le verbe pouvoir. Voilà. Donc voilà, le verbe pouvoir, mais on l'utilise dans le cadre d'une forme soutenue et aussi dans la politesse. Ok? Une forme, c'est une forme polie. Donc, de poser une question, de demander une chose, donc, en termes de permission, d'autorisation de faire quelque chose. Voilà. Donc, mais I, qui est un pronom personnel sujet, première personne, du singulier, talk. Talk, talk, c'est le verbe to talk, parler, to you. Voilà, c'est pareil. Donc ici, la formulation est, ouais, est pareil. Groupe nominal juxtaposé, l'inversion du sujet et verbe transitif indirect. Donc voilà, c'est très bien. Donc ici, on va continuer. Quel âge, quel âge, euh, quel âge as-tu et quel âge avez-vous? Voilà. Quel âge as-tu pour le tutoiement? Quel âge avez-vous? Donc, pour le vouvoiement, voilà, ce sont deux façons de poser une question pour demander l'âge de quelqu'un. Donc, on peut considérer également notre exemple. Voilà, on peut demander, on peut utiliser cette formulation. Quel est ton âge? Quel est votre âge? Voilà, soit vous dites quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? Donc, à ce moment-là, vous utilisez l'auxiliaire avoir, le verbe avoir. Donc, mais maintenant, dans notre exemple, ici, nous avons le verbe être. Donc, à ce moment-là, il faut dire quel est ton âge, quel est votre âge. Ton âge pour le tutoiement et votre âge pour le vouvoiement. Donc, en anglais, il n'y a pas, nous n'avons pas cette différence. On n'a qu'une seule forme pour peu importe s'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte. Donc, on utilise la même phrase. Par exemple, How old are you? OK? How old are you? Please. OK? Please, c'est la formule de politesse. Voilà. S'il te plaît, le tutoiement. S'il vous plaît, le vouvoiement. Donc, OK? How old are you? Please. How old are you? How old are you? À ce moment-là, on fait la liaison. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, how est un élément interrogatif et old, c'est un nom. How, ici, c'est le verbe to be, c'est conjugué au présent. Donc, à la deuxième personne, soit du singulier, soit du pluriel. Donc, la seule différence qu'il y a, c'est que c'est la position du mot âge qui change par rapport le mot âge qui est traduit par old, qui change en anglais. Donc, il est placé juste après l'élément interrogatif, mais ça n'a pas changé. Le sens de la phrase n'a pas changé. Donc, il n'y a aucun problème parce qu'il faut noter également, chaque langue a sa structure
à certaines exceptions, voilà, certaines règles grammaticales au niveau de la structure de la phrase, au niveau de, de la structure syntaxique de la phrase. Donc, ça ne pose aucun problème. Donc, la phrase est correcte en anglais et aussi en français. Donc, le sens est pareil. Donc, voilà. À noter que vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs couleurs au niveau des éléments, soit interrogatifs, soit euh, verbal ou élément modal, auxiliaire modal. Donc, c'est pour pouvoir vous orienter plus facilement et que vous puissiez remarquer plus facilement donc l'élément interrogatif et l'auxiliaire verbal. Donc, l'élément interrogatif est en gras. Donc, le, euh, et ils sont dans la majorité des cas placés en tête. Donc, et ceux qui sont en vert, donc ils sont des éléments, des auxiliaires verbaux ou modaux. Donc voilà, donc c'est pour vous orienter sur cette question quand vous regardez la phrase, quand vous lisez la phrase. Donc en vert, c'est élément, c'est auxiliaire verbal ou modal, et en gras, euh, en vert et en italique, ce sont des auxiliaires modaux et verbaux, et normalement en en gras, ce sont les, 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 les éléments interrogatifs ou les pronoms interrogatifs. Euh, donc, ok, maintenant, nous allons passer à la phrase suivante. D'où viens-tu? C'est une phrase qui veut savoir la provenance, l'origine de quelqu'un. Voilà, d'où venez-vous? Donc, si on est au niveau du vouvoiement. Donc, voilà, mais c'est le même sens. En anglais, on a la même formulation. Donc, à noter que d'où, c'est la contraction des deux ou. Donc, pour éviter la rencontre des deux voyelles en français, on met apostrophe, on met des apostrophes. Donc, de, c'est la préposition qui signifie la provenance, l'origine de quelque chose. Donc, en anglais, nous avons where. Where, c'est accent britannique. On n'entend pas le R final, mais avec l'accent américain, on entend le R final. Where, ok, where do you come from? 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 Voilà. Where, c'est l'élément interrogatif et do, c'est l'auxiliaire verbal plus pronom personnel sujet you. Come, c'est la base verbale du verbe to come et from, c'est l'élément qui traduit deux prépositions donc, qui signifie la provenance. Voilà. Donc, comme je le disais, donc, pour poser une question de manière directe, voilà, il faut accompagner les éléments interrogatifs d'un élément, d'un auxiliaire verbal. Donc, on a cette combinaison élément interrogatif plus auxiliaire verbal ou auxiliaire modal. Donc, voilà. À noter que après un auxiliaire modal, on n'utilise pas la préposition to en anglais. On utilise directement la base verbale. Voilà. Par exemple, do you want to eat? Do you want? Voilà. Après, en auxiliaire verbal et modal, on n'utilise pas, voilà, to là. Voilà, do you want? On ne peut pas mettre to, do you want? On ne peut pas dire do you to want. Ok? On ne peut pas dire ça.
On peut pas dire do you to want, could you to want. Non, on peut pas dire ça. On peut dire do you want. Want, c'est la base verbale. Could you, ok? Do, ok? Could you do, ok? Pourrais-tu faire? Donc, c'est pas could you to do. Donc, on peut pas utiliser, après ces auxiliaires, on peut pas utiliser la préposition to en anglais. Donc, c'est la base verbale qu'il faut utiliser directement. Donc, c'est ça. Donc, la formulation est correcte. Donc, on va continuer. Aimerais-tu nous accompagner? Aimerait ici, c'est la forme inversée. Donc, voilà. Et pour exprimer le conditionnel, la politesse en anglais, on utilise aussi le conditionnel, mais on utilise soit l'auxiliaire word, l'auxiliaire modal word, ou should, ok, ou might, ok, pour parler, pour exprimer le conditionnel présent. Donc voilà. Would you like to come with us? Would you like to come with us? With us, mot à mot. Voilà. Would, élément auxiliaire et modal, plus pronom personnel sujet, plus base verbale like, ok, ensuite plus verbe, et plus with us. Donc, c'est ça. Donc, on va... pourquoi est-elle venue? Pourquoi, c'est un élément interrogatif. Donc, il est placé directement en tête de la phrase. Voilà, ici, on a le verbe venir conjugué au passé composé. Donc, voilà. Et en anglais, ça nous donne why. Donc, c'est pareil. On a élément interrogatif placé en tête et suivi d'un auxiliaire et verbal du prétérit pour pouvoir traduire le passé. Donc, why did she come? Why did she come? Voilà. Pourquoi est-elle venue? Donc, c'est ça. Did, c'est un dérivé de do, mais c'est la forme passée de do. Donc, why, ok, she, c'est elle, et come, c'est la base verbale du verbe to come. Donc, très bien. C'est ça. Donc, regardons juste après une autre forme de phrase. Mais ici, c'est une phrase interrogative. Voilà, c'est à la forme négative. Didn't he want it? Didn't he want it? Didn't he want it? Donc, si on fait la liaison, voilà. Didn't he want it? Didn't he want it? Donc, want it, want it. Donc, si on fait la liaison, donc avec surtout l'accent américain. Donc, voilà. Ne le voulait-il pas? Est-ce qu'il ne le voulait pas? Voilà, c'est ça la traduction. Donc, ensuite, nous avons un auxiliaire verbal à la forme contractée négative qui commence la phrase. Voilà, qui est placé en tête de la phrase. Donc, où va-t-il à l'école, Jean? Donc, encore une fois, on est là dans un nouveau soutenu. Donc, où, c'est un élément interrogatif placé en tête de la phrase. Et en anglais, on a la même chose. Where, c'est un élément interrogatif qui traduit où en anglais, plus un auxiliaire verbal, voilà, qui est does, utilisé pour traduire la troisième personne lorsqu'on utilise la troisième personne dans une phrase. Donc voilà, John, c'est la troisième personne, Jean, c'est la troisième personne. Donc ben, l'auxiliaire utilisé pour poser la question, c'est does. Voilà, where does John go to school? Et non school, donc c'est go to school. School. Okay, where does John go to school? Where does John go to school? Voilà.
Donc là, c'est très bien, on a presque la même formulation. Donc c'est toujours la composition élément interrogatif plus auxiliaire verbal, donc ce qui nous permet de poser convenablement une question directe en anglais. Donc quand reviendra-t-il mon père? euh, hum, quand, euh, quand mon père reviendra-t-il? Ouais. Vous voyez, on peut changer des places donc à ce groupe nominal mon père, voilà. Quand reviendra-t-il? Quand mon père reviendra-t-il? Donc, mais à noter que qu'en anglais, après when, donc on utilise le présent et non le futur. Ok? Le présent, vous ne pouvez pas dire when will my father come back? Non, non. Donc vous devez dire when does my father come back? When does my father come back? When does my father come back? Donc, c'est does encore utilisé parce que father est un groupe nominal, my father, un groupe nominal à la troisième personne du singulier. Donc voilà, does, c'est l'auxiliaire verbal approprié donc, dans cette phrase. Donc voilà, et when, donc signifie quand. Donc à quel moment, quand. Voilà, donc dans les deux cas, la formulation est respectée, sauf que il y a quelques petites différences, nuances au niveau de la position de certains mots, parce que on a affaire à deux langues différentes. Chacune de ces deux langues a normalement sa structure grammaticale, voilà, sa structure sémantique, et même phonologique. Donc c'est normal. Mais elles ont des points communs, voilà, au niveau grammatical et sémantique et même linguistique. Donc, voilà. Donc ensuite nous avons Monsieur, puis-je l'écrire sur le tableau? Monsieur, puis-je l'écrire sur le tableau? Voilà. Monsieur, c'est un groupe nominal. Voilà. Juxtaposé ensuite, verbe, inversion du sujet, verbe pouvoir, première personne du singulier, écrire, verbe écrit to write, et ensuite sur le tableau. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu, d'objet de lieu. Donc où ça sur le tableau. Donc ou complément d'objet circonstanciel de lieu ou de moyen. Donc les deux peuvent être employés. Donc en anglais, ça nous donne Sir, can I, voilà, Sir, juxtaposé, can I write it on the board? Sir, can I write it, accent américain, avec la liaison, can I write it on the board? Sir, can I write it on the board? Voilà, ou Sir, can I write it on the board? Voilà, l'accent beaucoup plus clair, donc avec la prononciation des T, l'accent britannique. Donc, voilà, can, c'est un auxiliaire modal, donc pour traduire, puis-je, hein, donc c'est en français, ça nous donne la traduction pouvoir, peut, ok, mais on dit puis-je et non peux-je, ok, donc c'est à noter. Donc, Sandy, as-tu déjà terminé ou as-tu déjà fini? Voilà. À noter que à maintes reprises, j'ai vu une erreur qui est commise. Donc, lorsque les gens veulent traduire cette phrase en anglais, avez-vous fini? As-tu fini? Donc, ils utilisent l'auxiliaire être. Are you finished? Donc, ça, c'est pas correct. C'est pas correct parce que si vous dites ça, là, ça devient une phrase à la forme passive. Donc, or, notre phrase ici est à la forme active.
Donc, le sens change. Donc là, vous avez deux possibilités. Ça va vouloir dire, est-ce que c'est fini? C'est pas est-ce que vous avez fini, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on a terminé avec vous? Donc, voilà, le sens change. Mais l'élément, la version correcte qu'il faut utiliser, c'est l'auxiliaire have. OK? Parce que c'est l'auxiliaire have qui traduit la forme active, qui explique que c'est l'auteur, c'est le locuteur qui fait l'action. C'est vous-même qui faites l'action, c'est toi-même qui fais l'action. Donc, il faut dire euh, have you finished? Non, finish it. Have you finished? Sandy, have you finished? Have you already finished? Have you already finished? Et all, c'est pas all, c'est plus les francophones qui prononcent comme ça, mais c'est already finished. Sandy, have you already finished? Voilà, donc c'est ça la bonne phrase, la version correcte à utiliser dans le cadre d'une phrase active. Garçon, combien coûte ceci, combien coûte cela? Voilà, en anglais britannique, on entend waiter, waiter, how much is this, is that? How much is it? Voilà, mais en anglais américain, on va entendre waiter, 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 how much is this? How much is it? How much is that? Voilà, donc ce sont des variations d'accent, donc c'est très important de le savoir. Et enfin, nous avons ne devrais-tu pas manger maintenant? Donc, on est là au niveau du conditionnel présent. Le verbe utilisé, le verbe devoir. Donc, pour traduire le conditionnel passé, pour le verbe devoir, il faut utiliser l'auxiliaire verbal should. Should. OK? Should pour dire devrait. Devrait. OK? Mais ici, on est dans le cadre d'une phrase interrogative. Là, il faut ajouter l'élément de négation not. Voilà. Soit vous utilisez la forme contractée à la forme négative, shouldn't, or should not. Voilà. En anglais, ça nous donne shouldn't you eat now? Shouldn't you eat now? Should you not eat now? Voilà. Ici, c'est ça. Donc, should, c'est un auxiliaire modal donc, utilisé pour traduire le conditionnel dans le sens de devrait. Donc, voilà. Et il est placé en tête de la phrase. Donc, est suivi d'un pronom personnel sujet. Et ensuite, le pronom personnel sujet à son tour est suivi de la base verbale eat et non to eat. Should you to eat? Non. C'est should you eat. Après, un auxiliaire verbal, un auxiliaire modal. Donc, on utilise point la préposition to en anglais. Mais en revanche, on utilise la base verbale. La base verbale. Voilà. Donc, j'espère que voilà, que vous avez compris et apprécié. Donc, j'ai fait le tour de l'ensemble des exemples, des formulations. Donc voilà, c'est très important. Donc prenez le temps d'écouter, de réécouter, de lire, voilà, de comprendre les formulations et prenez un petit temps pour vous-même pour formuler à l'aide de ces formulations, de formuler vos propres phrases, donc interrogatives. Et puis, si vous voulez les analyser pour voir la nuance qu'il y a entre le français et l'anglais, donc pour voir lorsque c'est tout à fait OK, c'est pareil dans les deux cas, et lorsqu'il y a des nuances, des différences, et comme ça va vous aider à renforcer votre capacité en ce sens, voilà, et à vous améliorer, donc en termes de
formulation, de construction des phrases interrogatives sous ces différentes formes. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Et tout ce que je vous demande, c'est d'écouter, de regarder avec attention. Donc, partagez, likez si vous estimez c'est nécessaire. Donc, voilà. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à la chaîne, je vous suggère de le faire pour pouvoir avoir accès à toutes les prochaines vidéos. Donc voilà, c'est tout ce que je vous demande. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour la suite, parce qu'il nous reste à faire deux types de phrases pour terminer avec la formation des phrases. Il y a les phrases exclamatives et les phrases impératives. Donc voilà, et ensuite nous allons passer au point 2, donc, qui est l'emploi de la ponctuation, et ensuite le point 3 qui est la maîtrise et l'emploi des temps des verbes. Voilà, merci, à bientôt.